encore bonjour à toutes et à tous. Et j'aimerais bien remercier tout d'abord les organisateurs et le comité scientifique de ce colloque si riche et stimulant, et en particulier Jean-Jacques Lunébourger pour m'avoir invité à y participer. Donc, merci. Et alors, le titre définitif de ma relation, de ma contribution est Tropos Trepo pour une tropologie de l'âme, de l'esprit et du monde. S'il est vrai, comme il est, que Gilbert Durand a ouvert la philosophie de l'imagination à des nouvelles issues de plus en plus séduisantes, alors rendre hommage à Durand signifie envisager aujourd'hui des horizons nouveaux pour ses intuitions. Dans ces sillages ont travaillé son école et ses élèves, depuis toujours engagés à rayonner la constellation imagination, imaginaire, imaginal dans le monde. Dans ce sillage, nous travaillons depuis quelques ans humblement sur la possibilité de définir pour la notion d'imagination et en particulier d'imagination matérielle des issues particulières. Nous projetons de la philosophie vers les domaines des neurosciences, de la biophysique et de la biochimie. Attention, nous ne sommes pas compétents, mais nous bornons à envisager des possibilités. À partir d'une catégorie, celle de tropologie, qui saisissant un caractère spécifique de l'imagination bachelardienne et durandienne, c'est-à-dire la variation. Tropos, trepo signifie en grec variation, varier, transformer. Et entre parenthèses, dans ce sens, le terme a été employé par Giambattista Vico dans La science nouvelle pour définir les figures rhétoriques à la base de sa logique poétique, c'est-à-dire métaphore, métonymie, synecdoque, ironie. Et donc, cette catégorie vise à poser la variationnalité tel paradigme de fonctionnement de l'imagination en tant que faculté de l'âme, mais aussi peut-être du cerveau en tant que pivot de l'esprit et de la matière, en tant que racine de la nature et du monde. Imagination, cerveau et matière, âme, esprit et monde seront donc les axes de notre parcours, le tout sous les signes de la variationnalité, le dispositif au cœur de l'imagination matérielle qui se décline de fois en fois en termes de variation pour ce qui regarde l'imagination, de plasticité pour ce qui regarde le cerveau, de syntropie pour ce qui regarde la matière, préfigurant les contours d'une véritable tropologie, c'est-à-dire une théorie holistique, systémique et intégrée de l'imagination et de la matière à haute densité dynamique et transformative. Une sorte, on pourrait dire, de loi universelle capable de justifier un paradigme complexe, unique et unitaire de fonctionnement de la nature et de l'esprit qui, sous le signe de Durand, on pourrait décliner en tant que tropologie de l'âme, de l'esprit et du monde, répondant peut-être à une triple question. Comment est-il possible qu'une figure rhétorique devienne de fois en fois un dispositif de l'âme capable de promouvoir imagination, fantaisie et créativité sous forme de variationnalité? Une modalité de fonctionnement du cerveau et de l'esprit sous forme de plasticité, une structure de la matière et du monde sous forme de syntropie. Monsieur, si vous voulez gentiment projeter les trois images de Raymond Cajal, les mystérieux papillons de l'âme, merci, et ensuite les deux autres, l'écriture des pierres, Caillois, l'écriture des pierres, merci, et encore Mandelbrot, la danse des fractales, très séduisant. Merci, merci monsieur, c'est tout. Alors, je vous propose, telle image de départ, des neurones comme papillons, des pierres qui écrivent, une matière qui danse. La matière de l'esprit, de l'âme et du monde déclenche rêve, imagination et art, comme si une vis imaginative imprègne l'étoffe du monde, comme si matière, âme et monde soient des réalités intrinsèquement fantastiques et en tout cas douées d'une leur propre intentionnalité imaginante, posant l'imagination, en particulier l'imagination matérielle, tel un principe fondatif et constitutif de réalité, soit du point de vue ontologique que du point de vue transcendantal. Et, au cœur de l'imagination, son dispositif fondamental, la variation, qui imprime à la matière, à l'esprit et à l'âme sa protéiforme kaléidoscopie. Partons donc d'une référence fondamentale, l'imagination matérielle de Gaston Bachelard, pivot de la topologie de l'âme, qui, grâce à son caractère intégré, psychomatériel et dynamique transformatif, représente l'exemple de toute tropologie. Et donc,
vision systémique intégrée, Bachelard, l'imagination matérielle, ancrée dans le tissu, et donc le premier point, c'est-à-dire la tropologie de l'âme, centrée sur Bachelard. Ancrée dans le tissu poré des substances élémentaires, l'imagination matérielle, au cœur de la doctrine tétravalente des tempéraments poétiques, exprime une faculté de l'âme en même temps qu'une instance de la matière. Une faculté de l'âme qui, définitivement rachetée par respect aux autres facultés, et donc non plus folle du logis, à la manière de Malebranche, est élevée au niveau d'une faculté active, dynamique, productrice, créatrice. Une instance de la matière qui, enracinée dans la Iule, la Physis, les Stoicheia, nous rappelle les anciennes cosmologies illozoïstes à vocation empédocléenne, qui, obstacle épistémologique pour la science, se posent au contraire telle hormone de psyché, imagination, rêve et art. Une tétralogie élémentiste qui concentre autour de chacun des éléments empédoclènes une constellation poétique à part entière. La matière est ici intimement imaginante, structurellement poétante, ontologiquement rêvante, selon un pacte ou bien une alliance inaliénable entre nature et âme, éléments, imagination et art. Une alliance déjà scellée par une tradition très consolidée du corpus hermeticum et des oracles caldaïques à la chimie de la Renaissance, du romantisme au surréalisme. Così que la nature, avec ou sans la collaboration d'un artiste, peut produire des dispositions de formes et de couleurs recevables comme œuvres d'art. C'est Caillois qui le dit dans l'écriture des pierres. Comme si, en somme, une logique de l'imaginaire prodiguait à pleine main imagination et art, liant partout dans une sorte d'esthétique naturelle, antérieure et supérieure à toute forme poétique, pierre et pierre, méduse, rocher et fantaisie, dans un réseau étroit de cohérence aventureuse. Une matière transcendantale qui pivote d'un véritable onto-transcendantalisme de la matière, ce que souvent nous avons défini comme imaginal, se fixe sur un dispositif fondamental, c'est-à-dire le principe de variation. Une notion qui, formalisée par Bachelard dans la poétique de la Rêverie 1960, avait été déjà ébauchée par le philosophe champenois dans ses premières œuvres poétologiques à travers les catégories semblables de déformation, de métamorphose, de valorisation et de mouvement. Donc, variation par exemple, je cite, la moindre variation d'une image ranime des origines, renouvelle et redouble la joie de s'émerveiller. Bachelard l'écrit dans la poétique de la Rêverie en soulignant le pouvoir variationnel de l'imagination, comme si le principe tropologique et transformatif engendre un procès d'augmentation, accroissement, renforcement de l'être, d'autant plus intense qu'il est référé à la poésie et à la rêverie poétique, quand la conscience imaginante du Bachelard crée et vit l'image poétique, dans une floraison infinie qui transforme, renouvelle et crée des images de plus en plus différentes, instaurant parmi eux un lien étroit de variation, origine et création, ce qu'il définit comme vertu des origines. Ce destin de la parole, je cite, qui ouvre un avenir du langage, instaurant une fonction d'ouverture, nouvel être du langage qui nous pose dans un état d'âme naissante, semblable à la conscience créante du poète. Ce qui arrive avec la déformation du moment où imaginer signifie, selon Bachelard, moins former des images que les déformer. Je parle de l'Eau et les rêves, 1942. Ou encore avec la métamorphose qui trône dans l'Autrement, 1938, écrit sous une suggestion du jeune Caillois rencontré en 1934 à l'occasion du 8e congrès épistémologique de Prague, où le philosophe, utilisant les outils de la psychanalyse freudienne importés en France par Marie Bonaparte, retrouve dans les cruels bestiaires, les cruels blasons de Maldoror, le signe terrible de la violence et de la cruauté, d'autant plus intense que plus plastique, tropologique, métamorphosante. C'est le cas, par exemple, de la pieuvre, qui n'étonne pas simplement pour sa répulsion visqueuse ou pour la dangerosité de ses ventouses, mais parce que ces dernières se transforment,
se transforment en araignées, sangsues, tarentules, vampires, accroissant leur portée d'angoisse et de terreur. Véritable enfer du psychisme, dit Bachelard, exalté par ce pouvoir métamorphique et transformatif qui inspirera aussi le surréalisme, voire Magritte, par exemple, qui illustrera l'édition La Boétie des Chants de Maldoror en 1948. Quasi que, je cite, l'imagination jouit naturellement, dit Bachelard, de changer des formes, de façon que la métamorphose devient sa fonction spécifique, là où les formes se transforment, là où la métamorphose donne le jet complet de l'être. Ce qui arrive en outre avec la valorisation, un mécanisme transformatif à haute polarisation imaginative qui transforme dans la doctrine tétravalente des tempéraments poétiques les éléments empédoclènes physiques et chimiques en quelque chose de différent, telle image, voix, vers, métaphore. C'est le cas de l'Océan de Gordon Pym d'Edgar Allan Poe qui marque les pages les plus séduisantes de Les Rêves 1942 avec sa densité grumeleuse, estriée, semblable à du sang coagulé, effet de la manipulation mélancolique et rêvante des gommes de bois à travers laquelle le poète transforme en image littéraire le deuil pour la disparition de sa mère pour hémoptysie. Così que sang, gomme de bois, océan, l'élément liquide, de fois en fois manipulé et donc transformé, était capable de produire dans le psychisme hydron du poète de la poésie. Ce qui arrive enfin avec le mouvement qui caractérise l'ère Les Songes 1943, la troisième œuvre de la tétralogie poétique dédiée à l'élément aérien parmi tous les plus dynamiques, ainsi que Paysage, note d'un philosophe pour un graveur, une œuvre très originale de 1950 où Bachelard travaille à quatre mains avec Albert Flocon, graveur d'inspiration surréaliste, commentant par de courts textes ses planches, partout emphatisant ses lignes courbes et leur mouvement, leitmotiv de chaque imagination esthétique. En somme, déformation et métamorphose, valorisation et mouvement, la variationnalité dispositive tropologique par excellence s'y pose tel pivot de l'âme et en particulier de l'âme fantastique, imaginative et poétante, ancrée sur l'imagination matérielle, sa faculté exemplaire. Et justement là, grâce à sa double connexion avec les structures soit transcendantales que matérielles, la variationnalité étend de plus en plus son domaine, franchissant les frontières de l'âme et s'éposant tel paradigme de fonctionnement soit de l'esprit que de la matière, projetant l'imagination vers des horizons soit matériels que spirituels, entraînant avec soi les dispositifs analogues de la plasticité pour ce qui regarde l'esprit et de la syntropie pour ce qui concerne la matière. Plasticité et syntropie s'affirment donc après la notion de variationnalité tels les principes premiers d'une tropologie qui embrasse progressivement non seulement l'âme, mais aussi l'esprit et le monde, à partir de l'esprit, qui, d'un point de vue tropologique, présente de nombreuses analogies avec l'imagination et l'âme. Donc, deuxième point, tropologie de l'esprit, qui répondent à la question « Est-il possible que les principes tropologiques de variation, pivot de la tropologie de l'âme, puissent justifier les modalités de fonctionnement de l'esprit ?» Une question apparemment risquée, mais pas totalement abusive, à mon avis modeste. Si l'on s'interroge sur la structure de fonctionnement d'un esprit et d'un cerveau, que les nouvelles frontières des neurosciences définissent de plus en plus comme plastiques et systémiques, c'est-à-dire vissées dans les tissus biomoléculaires de la chair et du corps, et en gré d'engendrer des processus dynamiques de transformation, de remodulation, de réparation, de compensation. Une vision complexe et intégrée de la structure corps-esprit qui ancre nos facultés dans l'étoffe charnelle de la corporéité, selon un modèle de l'âme conçu comme un noyau intégré de corps et de matière, imposant la plasticité telle une catégorie nouvelle d'accès au secret de l'esprit. Tropos, trepo, la plasticité est pour l'esprit ce que la variation a été pour l'âme, posant la topologie en tant qu'une philosophie capable de saisir les analogies subtiles qui lient entre esprit, âme et monde,
à partir de l'esprit, bien sûr, dans ces cas. C'est le cas d'Antonio Damasio, souvent récurrent dans notre colloque, neurobiologiste portugais naturalisé américain actuellement actif aux États-Unis, qui propose de reconduire les états de conscience, surtout imaginatifs et émotionnels, contre la prétention cartésienne de la supériorité de l'entendement et de la raison, l'erreur de Descartes, au niveau corporel, fixant l'âme dans la chair. Une chair d'autant plus plastique, dynamique et transformative qu'elle peut justifier des facultés éminemment tropologiques. Une thèse soutenue avec succès dans sa vaste production scientifique, à partir de l'erreur de Descartes jusqu'au sentiment même de soi. Spinoza, avec raison, il souvent contrepose Spinoza et son modèle intégré au dualisme prétendu de Descartes, qui centrait sur le principe variationnel d'un échange continu parmi esprit, émotion et chair, capable de conjuguer les instances de l'imagination et de la matière, décrit un système holistique dans le sillage, sous les signes du Rhin, reconduisant la fantaisie, les sentiments et les émotions à un corps matière emprunté au tropos. Une théorie partagée entre autres par les plus récentes découvertes neuroscientifiques qui montrent au cœur des réseaux neuronaux un dispositif particulier qui répond à des instances holistiques et systémiques, dynamiques et transformatives, c'est-à-dire les principes tout à fait topologiques de plasticité. La plasticité qui trône dans cette vision de l'imagination, donc imagination et neuroplasticité. Le fait que l'imagination est une faculté neurale, plastique et dynamique semble être de plus en plus accrédité par les plus récentes expérimentations neurologiques qui se sont développées surtout grâce aux conquêtes du neuroimaging, qui à partir de la fin des années 80 du dernier siècle ont permis aux chercheurs pas simplement de cartographier le cerveau et ses régions, mais aussi d'en suivre le fonctionnement et son intrinsèque plasticité, c'est-à-dire le dynamisme propre de ces variations, de ces compensations, de ces réparations, soit au niveau physiologique qu'au niveau pathologique. Donc, mouvement, dynamisme, plasticité se posent de plus en plus telles les caractéristiques essentielles de l'esprit, du système nerveux, du cerveau. Et l'imagination créatrice, la créativité semblent être, parmi toutes les facultés de l'esprit, celle plus typiquement plastique. Tout cela a été étudié soit par les neurosciences plastiques et dynamiques à partir de Santiago Ramón y Cajal, à Bach y Rita, Pasquale Leone, Merzenich, Ramachandran, cités hier, que surtout par la neuroesthétique, à partir de Semir Zeki, son fondateur et pionnier dans les années 90 du siècle dernier, ou bien en Italie par Maffei, Ticini, Boncinelli. Santiago Ramón y Cajal, neuroanatomiste et prix Nobel, qui avait inauguré au début du XXe siècle les études sur la structure des neurones et qui s'était intéressé à un problème parmi les plus insidieux du cerveau humain, c'est-à-dire la fixité ou la non-fixité de la structure neurocérébrale, anticipant la formulation des hypothèses autour de la neuroplasticité, ce qu'il a mis définir dans son livre de dessin que nous avons projeté au début, comme ces mystérieux papillons de l'âme. Ou encore Bach y Rita, un des majeurs pionniers de la théorie de la neuroplasticité, qui, ayant refusé les théories localisationnistes, découvre que nos sens ont une structure plastique, de façon que si l'un d'eux reçoit un dommage, un autre peut prendre sa place dans un processus qu'il définit en tant que substitution sensorielle. Merzenich, qui affirme que la plasticité nous accompagne toute la vie, modifiant de fois en fois des millions et peut-être des milliards de connexions neuronales dans notre carte cérébrale. Pasquale Leone, qui dans son association Posit Science s'occupe d'aider les gens à préserver la plasticité du cerveau par respect au vieillissement, de façon qu'on peut augmenter la vie de l'esprit. Enfin, Ramachandran, un neuroscientifique indo-américain de formation holistique, qui observe à propos de la douleur liée aux membres fantômes
que, alors qu'une partie du cerveau résulte endommagée, la carte cérébrale qui lui survit continue à recevoir des stimulus de l'extérieur et déclenche de cette façon des facteurs de croissance du système nerveux qui induisent les neurones des zones contiguës à envoyer d'autres stimulus, démontrant que les régions cérébrales ne sont pas fixes ou câblées, mais dynamiques et donc plastiques. La plasticité en somme et la neuroplasticité en particulier exaltent les notions de variation, modification, transformation, nous obligeant à repenser notre paradigme avec la certitude que notre cerveau vit dans une transformation perpétuelle et passant du modèle localisationniste et mécanique du cerveau au dynamisme d'un cerveau plastique et holistique qui lie l'esprit et ses fonctions moins en termes de topos ou de liés qu'en termes de tropos, mouvement, variation. Une véritable révolution neuroplastique qui investit l'esprit à part entière dans l'ensemble de ses facultés, mais surtout l'imagination, objet privilégié de la neuroesthétique qui, à partir de son fondateur Semizeki, a d'autres éminents représentants tels par exemple en Italie Lamberto Maffei, déjà directeur de l'Institut de neurosciences du CNR, ou Luca Francesco Ticini, président de la Società Italiana di Neuroestetica Semizeki de Trieste, analyse les processus cérébraux engagés dans l'appréciation esthétique et dans la créativité, déclinant la neuroplasticité sur les côtés de l'imagination artistique et créatrice. Une nécessité plastique, en somme, comme le soutient Edoardo Boncinelli, physicienne et biologiste italienne, qui, réfléchissant sur l'imagination créatrice, ébauche une sorte d'abrégé de tropologie, centré d'une analogie foisonnante sur les reliefs bachelardiens de origine, variation, création, et réservant une attention particulière aux dispositifs variationnels, définis sous les signes tropologiques de manipulation, je cite, fluidité, amplification, vitesse, excentricité et enfin plasticité. Des processus complexes qui visaient sur le pouvoir plastique de l'imagination, pierre angulaire de notre esprit, caractérisent les plus récents développements des neurosciences définissant les contours d'une véritable tropologie de l'esprit. Et plasticité, neuroplasticité, donc, telle nouvelle frontière des sciences, de l'esprit et de l'imagination créatrice. Des frontières à caractère tropologique qui, encore une fois, confirment l'épaisseur métamorphique et variationnelle de l'esprit, surtout de l'esprit fantastique, et pas seulement du point de vue fonctionnel, mais aussi du point de vue matériel, biologique, biophysique et biochimique, ancré dans les tissus moléculaires et atomiques de l'homme. Comme s'il existe une correspondance parfaite parmi esprit, imagination et matière, sous les signes de la variationnalité. Serait-il possible? Et pourrait-on songer à la formulation d'une hypothèse apparemment bizarre, hasardée, qui prétendent lire dans la matière même l'activité d'un principe tropologique, plastique et variationnel. Une hypothèse risquée, mais pas totalement bizarre, à mon avis, et qui, formalisée dans la première moitié du XXe siècle par le physicien et mathématicien italien Luigi Fantapie, et ensuite reprise par un grand nombre d'épigones, est mieux connue sous le nom de syntropie. Une catégorie qui, utilisée de fois en fois par la physique, la mathématique et la biologie, pourrait inaugurer un nouveau chapitre systémique, intégré et complexe, encore à écrire, qui nous, comme je l'avais déjà dit, nous bornons simplement à suggérer. Étendant les principes tropologiques de variationnalité et de plasticité, pas seulement à l'âme et à l'esprit, mais aussi au monde. Donc, troisième et dernier point, tropologie du monde, centrée sur la syntropie. Idée en 1942 par le mathématicien italien Luigi Fantapie dans Théorie unitaire du monde physique et biologique, dans les mêmes années où Erwin Schrödinger formalisait la notion d'entropie négative, ensuite abrégée en négaentropie par Léon Brillouin, le mot syntropie fut posé par Fantapie à la base d'un modèle unitaire de fonctionnement du monde, soit physique que biologique, visant à la définition d'un plus ample principe d'existence totale.
Un dispositif d'organisation des éléments physiques qui s'oppose à la tendance naturelle au désordre, entropie, modifiant un système de désordonné en ordonné. Le principe de s'entropie, repris ensuite par Albert Senz-Gheorghi et encore par les frères Salvatore et Giuseppe Arcidiacono, déjà élèves de Fantapié, et enfin partagé par de nombreux domaines scientifiques, des neurosciences à l'ingénierie, à la physique thermodynamique, sans parler de la théorie de l'information, définit un paradigme complexe, intégré, systémique, en même temps plastique, dynamique et transformative, qui, le long du fil de la physique, de la mathématique et de la biologie, pourrait envisager, à partir de la matière énergétique, ondulatoire et corpusculaire, de la microphysique et de la microchimie, beaucoup aimée par Bachelard, la possibilité d'une loi unique, unitaire, universelle de la matière et de la vie, en gré d'intégrer plastiquement une topologie de l'esprit, de l'âme et du monde. C'est le cas des physiciennes Fritjof Capra et Pierluigi Luisi qui, dans leur livre Natura e Vita, una visione sistemica et une vision systémique, posent implicitement le principe de syntropie dans une plus ample vision systémique de la vie et du monde. C'est le cas encore de Giuseppe Damiani, par exemple, chercheur biomoléculaire italien qui, dans des années récentes, récupère le principe de syntropie dans une vision intégrée et plastique de la matière, du point de vue biologique, insistant l'un et les autres sur la nécessité de cerner, au cœur de cette théorie empruntée à la complexité, les dispositifs transformatifs plastiques et variationnels de la matérialité. En physique, par exemple, on parle de la physique du XXe siècle, des quanta, de la relativité, du principe d'incertitude, qui explique la matière en termes de paquets d'énergie, dynamique et transformative, selon une vision du monde intégré dynamique, qui, outrepassant soit l'idée d'une substance matérielle, soit le dualisme entre particules et ondes, nous montre comment, au niveau subatomique, les objets matériaux solides de la physique classique se dissolvent dans des patterns de possibilités semblables à des ondes qui ne représentent plus des probabilités parmi des choses, mais plutôt les probabilités de leur interconnexion, où la matière se transforme continuellement de particules en ondes et de ondes en particules, laissant que le monde apparaisse tel un tissu complexe d'événements où des relations différentes s'alternent, se superposent et s'accordent, déterminant la structure du tout, selon une démarche holistique et organiciste, plastique et variationnelle qui la rend enfin inquiète ou agitée. Inquiétude ou agitation d'une matière qui n'est jamais au repos, le tissu cosmique résulte en effet intrinsèquement dynamique. Un dynamisme qui nourrit l'intime transformation de façon que les particules subatomiques, c'est-à-dire les propriétés fondamentales de la matière, peuvent être comprises seulement en termes de mouvement, interaction et transformation, soit au niveau moléculaire des électrons, soit au niveau nucléaire des protons et des neutrons, comme dans une sorte de danse continuelle, véritable équilibre dynamique où, avec Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Une danse perpétuelle d'énergie qui caractérise sous les signes de la topologie la structure intime de toute matérialité, poussant Capra et Luisi à envisager la possibilité de réaliser une théorie unitaire de la matière subatomique. Ce qui arrive au-delà de la physique, aussi dans le domaine de la mathématique. Il s'agit d'une mathématique dynamique et non linéaire qui peut s'appliquer pas seulement au monde physique, mais aussi à la vie biologique, comme Fantapié le souhaitait. C'est le cas des théories de la complexité qui permettent, grâce à l'outrepassement du mécanisme typique de la mathématique classique, de décrire mathématiquement l'interaction parmi les réseaux vivants, non plus exclusivement en termes de systèmes simples, exacts et déterministes, mais surtout en termes de systèmes complexes. C'est le cas en particulier de la théorie du chaos dont nous avons parlé hier, qui, supposant des rétroactions renforcées ou itérations, prévoit topologiquement d'étirements et des repliements répétés d'un segment particulier de la droite numérique, la transformation du Boulanger, selon les modèles géométriques déjà conjecturés par la topologie de Poincaré.
C'est le cas encore de la géométrie fractale, un séduisant modèle de nature aux sensibles issues esthétiques, réglé par des qualités mathématiques fondamentales très proches aux principes holistiques, intérêts plastiques de la topologie, tels l'autosimilarité et l'itération des parties avec le tout, grâce auquel la forme de l'entier rassemble à soi-même, dans chaque ordre de grandeur. Une vision de la nature intégrée, plastique et complexe, exaltée ultérieurement par l'analogie entre géométrie fractale et théorie du chaos, qu'on peut retrouver dans la courbe de Koch, 1904, dans les ensembles de Julia, 1918, dans l'ensemble unique de Mandelbrot, 1983, et qui, dans la ligne de la topologie, préfigure un superfractal à complexité exceptionnelle caractérisé par variations infinies et infinies détails, comme si le dispositif topologique permet, grâce à ces variations, de procéder du simple à l'infiniment complexe. Ce qui arrive au-delà de la mathématique et de la physique dans la biologie, et en particulier dans la microbiologie cellulaire, représentée par exemple en Italie par Giuseppe Damiani, génétiste moléculaire du CNR de Pavia, qui nous permet de retrouver transcrits en caractères biomoléculaires nos principes topologiques. Je vais terminer. Théorie unifiée du simple monde déterministe de la physique classique et des systèmes complexes imprévisibles de la biologie, la théorie de Damiani propose une vision biophysique unitaire, au cœur d'une potentielle théorie systémique générale de l'évolution que, dans le sillage de Fantapié, lit la nature en tant qu'un ensemble de systèmes complexes, au comportement imprévisible et irrégulier, qui tend à évoluer vers un état critique, à emprunter à la syntropie, c'est-à-dire une structure avec un contenu anthropique mineur et avec un contenu d'énergie libre majeur, selon un parcours réglé, soit au niveau biologique qu'au niveau génétique, par des processus d'auto-organisation, auto-mutagénèse, auto-sélection, à leur tour supportés par des dispositifs métaboliques de transposition, rétrotranscription, recombination, adaptabilité et variabilité, qui représentent dans une certaine mesure la réalisation de notre idée de topologie. C'est le cas de la topologie biologique qu'on retrouve dans la théorie de l'hypercycle métabolique de Manfred Eigen ou dans la théorie du principe ordinateur anti-chaos de Stuart Kauffman, centrée sur les principes d'auto-organisation et de recombination dans l'origine de la vie, ou de la topologie génétique qu'on retrouve dans la théorie de la plasticité génétique inspirée au principe de transposition, rétrotranscription, recombination de Brin-Bridge, appliquée à la fin du dernier millénium à la notion de hypermutation, à dire à la capacité adaptative de l'homme, de l'environnement, de la biodiversité, ou dans le principe d'adaptabilité de Barbara McClintock, qui suppose le rôle adaptatif de mutations génétiques en relation aux plus différents types de stress, ou dans le principe de molecular drive de David Thaler et Gabriel Henry Dover, qui prévoit des mécanismes moléculaires intelligents capables de produire des formes nouvelles de variabilité génétique adaptative en des parties du génome, selon des processus d'endogénèse. Conclusion, donc, les mystérieux papillons de l'âme. Troppo trepo, de la mathématique à la physique, de la biologie à la génétique, la variationnalité en tant que syntropie se pose en somme tel dispositif premier d'une topologie de la matière qui ne se borne pas à investir seulement l'esprit et l'âme, mais qui regarde aussi le monde. Un horizon topologique qui confirme, pareillement à ce qui est arrivé à propos de la variationnalité de l'âme et à la plasticité de l'esprit, le caractère dynamique, plastique et transformatif de la matière et du monde, dans un plus ample tissu de relations holistiques et organiques, où tout se tient. Topologie, enfin, tel le résultat dernier de notre recherche, d'un parcours d'inspiration philosophique à vocation imaginale qui nous a permis de lire, dans une façon dynamique, transformative et variationnelle, pas seulement l'imagination, mais aussi l'esprit, l'âme et le monde, entrelaçant étroitement la voix séduisante des éléments, la danse merveilleuse des fractales, les mystérieux papillons de l'âme. Merci.